Nous sommes dans l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, toujours. Programme de terminale, section spécialité. Les plantes face aux contraintes de l'environnement. Alors juste un petit mot sur cette partie. On ne va pas épiloguer. Enfin, si c'est le bon mot, je ne sais pas si c'est le bon mot, je ne sais même pas ce que ça veut dire épiloguer. Ah bah épilogue, c'est quand on donne la fin. Ah bah si je dis on ne va pas épiloguer, donc ça veut dire que je ne vais pas donner la fin. Ce serait pas très intelligent de ma part. Quoique, est-ce que déjà je suis intelligent? Comment? Bah moins que vous en tout cas, hein. Comment? Par diverses caractéristiques, les plantes terrestres montrent une capacité d'adaptation à la vie fixée à l'interface Sol-atmosphère dans des environnements variables. Je vais aujourd'hui parler très vite. J'en ai marre d'expliquer très lentement. Alors je vais parler vite. Il existe des adaptations des plantes aux contraintes de l'environnement en relation avec leur mode de vie fixé. Ces contraintes peuvent être permanentes, dues par exemple à la nature du sol, ou bien variables, dues par exemple à l'alternance des saisons. Alors commençons par regarder quelques documents. Mais avant de regarder quelques documents, que d'ailleurs vous n'allez pas voir parce que vous savez bien que j'explique et je ne montre pas les documents, nous savons que certaines plantes vont faire face aux contraintes de l'environnement. Vous le savez. Certains environnements sont beaucoup plus contraignants que d'autres en ce qui concerne la disponibilité de l'eau et de la lumière, par exemple de la température, du vent, etc. Et de plus, les conditions de vie peuvent changer au cours du temps selon les saisons. Donc nous pouvons poser la problématique suivante: comment les plantes s'adaptent-elles aux contraintes de leur environnement? Alors on ne va pas tout énumérer, on ne va pas faire une liste exhaustive de tous les cas possibles, mais on va simplement prendre quelques cas. Des arbres aux conditions... Donc des arbres, certains arbres, les arbres peuvent être adaptés aux conditions hivernales. Alors ça dépend dans quelle région du monde vous habitez. Donc c'est ce qu'on verra dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, si vous habitez près des dunes, sans doute avez-vous déjà trouvé des oyas. L'oya des dunes, O-Y-A-T. Donc c'est une spécialiste, cette plante, des milieux de vie très secs. Parce que dans les dunes, vous avez du sable et le sable ne retient pas l'eau. Vous le savez? Ne retient pas l'eau. Donc comment les plantes s'adaptent-elles? Comment les arbres s'adaptent aux conditions hivernales? Eh bien, lorsque vous êtes en climat tempéré, la saison hivernale est peu propice à la photosynthèse. Évidemment, s'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de photosynthèse, ce qui est tout à fait logique. Donc les jours sont courts. Alors ça dépend à quel moment on se place évidemment. Le soleil monte peu au-dessus de l'horizon, les températures sont basses. Donc tout ça dans le climat tempéré. La présence de liquide pouvant geler dans le végétal pourrait causer de grands dommages à la plante. C'est pourquoi la plupart des arbres des forêts tempérées entrent en vie ralentie à cette saison d'hiver. Cela se manifeste entre autres par la chute de leurs feuilles au cours de l'automne. C'est ce que l'on appelle la sénescence. Il s'agit d'un phénomène contré par un gaz. Lequel? Eh bien oui, c'est l'éthylène, et par une hormone, laquelle? Eh bien oui, c'est l'auxine, qui active les enzymes, des enzymes en tout cas, qui dissolvent les parois cellulaires au niveau de la zone précise située à la base du pétiole de la feuille. C'est une zone d'abscission. Non, d'abscission. A-B-S-C-I-2-S-I-O-N-S. I-O-N. Il n'y a pas de S. Donc vous pouvez vous amuser, bien entendu, à retrouver sur Internet des documents, par exemple la sénescence des feuilles d'érable en automne. Vous pouvez trouver également des documents sur les matières organiques quittent la feuille. Et également, le pétiole de la feuille se sépare de sa tige et la feuille tombe. Donc vous allez pouvoir voir sur un document un bourgeon axillaire dormant, un pétiole de feuille, une zone d'abscission et la tige.
Alors, vous pouvez également vous amuser, toujours sur Internet, à faire des recherches sur un rameau d'érable recouvert de glace. Les ébauches de tiges et de feuilles sont à l'abri du gel dans les bourgeons. Heureusement que les bourgeons sont là. Vous pouvez également trouver une coupe transversale d'un bourgeon d'érable, observée au microscope optique. Les petites feuilles sont repliées sur elles-mêmes et sont protégées par des écailles du bourgeon. De ce fait, l'activité cellulaire y est très réduite en hiver. D'ailleurs, en hiver, les bourgeons sont dits dormants. Et puis, autre document, vous pouvez voir, lorsque les conditions redeviennent favorables, des bourgeons qui débourrent, alors c'est pas très beau comme mot, sous l'effet de la croissance très rapide des nouvelles tiges feuillées. Donc voilà quelques adaptations des arbres aux conditions hivernales, donc du moins des arbres des milieux tempérés. Passons maintenant au cas de l'Oya, O-Y-A-T, l'Oya des dunes. C'est une véritable spécialiste des milieux de vie très secs. L'Oya des dunes, eh bien, c'est l'une des seules plantes capables de coloniser les dunes en bord de mer. Elle s'y développe malgré un sol très sableux qui ne retient pas l'eau et un climat souvent très venteux et desséchant. Les feuilles de l'Oya, d'apparence cylindrique et dressées verticalement, possèdent des adaptations étonnantes. Alors regardez sur Internet l'Oya des dunes, et puis regardez également les feuilles qui effectuent des mouvements en lien avec l'adaptation à la sécheresse. Vous allez voir, c'est étonnant. Alors, vous pouvez vous amuser à faire une activité pratique avec votre enseignant. Vous prenez un morceau de feuille coupé transversalement, conservé jusque-là dans une atmosphère humide et observé à la loupe binoculaire. La feuille en forme de lame aplatie se déshydrate et en quelques minutes, elle prend la forme d'un tube fermé. Et si on humidifie l'air autour de la feuille, on assiste alors au mouvement inverse. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a une ouverture lorsque le milieu est humide et une fermeture lorsque le milieu devient sec? Essayons de comprendre en observant une coupe transversale de feuilles d'Oya au microscope optique avec une coloration au carmin vert diode. Donc vous voyez un petit morceau qui peut être agrandi et cet agrandissement nous montre qu'il y a des vaisseaux conducteurs de sève. Normal. Un parenchyme chlorophyllien, des cryptes, des poils de l'épiderme supérieur. Il y a également des stomates au fond des cryptes uniquement. Un tissu hydrophobe, c'est-à-dire que là, par exemple, ce sont des cellules aux parois lignifiées. Et il y a également un épiderme inférieur dépourvu de stomates et recouvert d'une cuticule imperméable. Et il y a, chose très importante, des cellules hydrophiles qui vont gonfler en présence d'eau. Autrement dit, si vous imaginez mes deux mains, si les cellules entre les deux sont toutes petites parce qu'elles ne sont pas gorgées d'eau, donc on est comme ça. Mais si les cellules se gorgent d'eau, elles vont gonfler, 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 et donc ça va faire écarter mes mains. Donc l'Oya, alors je ne fais pas la forme qui est cylindrique, admettons, donc là il y a une ouverture, donc si les cellules ici se dégonflent parce qu'il n'y a pas assez d'eau, l'eau s'en va de ces cellules, et bien à ce moment-là l'ensemble va se refermer. Mais si les cellules se gonflent d'eau, alors la feuille va s'ouvrir. Donc c'est l'idée en fait pour comprendre pourquoi il y a cette adaptation. Donc je vais vous expliquer un petit peu mieux tout à l'heure. Alors, donc je vous ai dit, si on revient à l'exemple des arbres, on va revenir à l'Oya tout à l'heure. Pour les arbres des milieux tempérés, donc soumis à des changements de saison très marqués, il existe des mécanismes permettant la survie au cours de l'hiver. La chute des feuilles en automne est un mécanisme actif.
précédée par une récupération d'une partie de la matière organique de la feuille qui va se décomposer bien entendu sur le sol et qui va contribuer à fabriquer ce que l'on appelle l'humus. L'humus, donc, ce sont des substances dont les sels minéraux, de l'eau, etc., que les racines vont pouvoir absorber. Pendant l'hiver, les parties aériennes qui persistent sont protégées par des structures étanches et non gélives, c'est-à-dire qui ne gèlent pas. Les bourgeons comportent des écailles épaisses et lignifiées entourant les ébauches de tiges feuillées, en vie ralentie. Ensuite, revenons sur l'Hoya. Il existe des adaptations permettant de faire face au manque d'eau. Ce sera le cas de l'Hoya. Sur un sol dunaire très poreux, l'eau de pluie ne sera disponible qu'un temps limité. On parle de sécheresse édaphique. La plupart du temps, les feuilles de l'Hoya sont refermées sur elles-mêmes, formant un cylindre exposant donc les feuilles de l'Hoya. Je lis deux fois la même phrase, ça ne va pas aller. La plupart du temps, donc, les feuilles de l'Hoya sont refermées sur elles-mêmes, formant un cylindre exposant donc le moins de surface possible au vent, qui favorise d'ailleurs la déshydratation de la plante. De plus, l'extérieur de ce cylindre est étanchéifié par une cuticule très épaisse, donc c'est l'épiderme inférieur. Et lorsque les conditions sont favorables, eh bien, pendant la pluie, par exemple, ou tant qu'il y a de l'eau dans le sol, en fait, l'Hoya dispose aussi d'un système racinaire très développé, mais ça c'est une parenthèse. Eh bien, des cellules hydrophiles situées au fond des cryptes sont turgescentes et déroulent la feuille en se gorgeant d'eau, comme je vous expliquais tout à l'heure avec mes mains. Vous voyez, c'est comme ça, hop, ça s'ouvre. Elle pourra alors exposer à la lumière ses parties chlorophylliennes. L'Hoya présente d'autres adaptations limitant les pertes d'eau pendant les périodes d'activité photosynthétique. Les poils formant un maillage qui ralentit la circulation de l'air au contact de l'épiderme. Les poils forment un maillage, les poils forment un maillage qui ralentit la circulation de l'air au contact de l'épiderme et les stomates sont peu nombreux et sont de toute façon au fond des cryptes, là où l'air est immobile et où l'évapotranspiration est la plus faible. Normal, il faut faire passer du dioxyde de carbone et puis libérer l'oxygène et l'eau. Enfin, faire passer de l'eau et du dioxyde de carbone pour la photosynthèse et libérer en fait le dioxygène. Bon, et de l'eau, il y a de l'eau qui est fabriquée dans les deux cas, enfin, ou du moins qui est utilisée dans les deux cas. Donc on remarque aussi que la feuille comporte énormément de cellules aux parois lignifiées, donc qui sont imperméables, ce qui évite aussi de perdre trop d'eau. Bon, donc voilà, c'était un cours relativement rapide où on avait posé la problématique comment les plantes s'adaptent-elles aux contraintes de l'environnement. Le cours est terminé. Merci. C'était expéditif aujourd'hui.